Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Samalin ainsi que le professeur Medjes et leur patient Serge et Raissa qui vont nous présenter l'état de la recherche sur les cancers de l'œsophage et de l'estomac. Juste avant de leur laisser la parole, je me permets de représenter la fondation Arcade, la seule fondation reconnue d'utilité publique dédiée exclusivement au cancer digestif. Elle existe depuis 20 ans déjà. Elle est présidée aujourd'hui par le professeur Thierry André. Elle s'oriente autour de trois missions. La mission recherche, qui est une mission extrêmement importante pour la Fondation. Nous y consacrons 70% de nos allocations pour soutenir 23 études avec un encours de 5,5 millions d'euros et aujourd'hui 50 publications sur nos bases de données. Nous avons également une mission information dans laquelle s'inscrit notre cycle de webconférences, dont nous proposons donc des supports de communication à destination des patients, de leur entourage, mais aussi des professionnels de santé qui tournent autour des cancers digestifs. Nous coécrivons avec les professionnels de santé et des associations de patients des guides patients. Le guide sur les tumeurs neuroendocrines et sur le pancréas a été actualisé en 2025. Celui sur le foie sortira sous peu et celui sur le colorectal sera actualisé en mars. Et ils sont tous disponibles sur nos sites internet, donc n'hésitez pas à les consulter. Nous avons également une mission prévention et sensibilisation du grand public avec l'organisation d'une campagne de dépistage pour le cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. En 2026, nous avons de très beaux projets. Un projet de recherche avec la création d'entrepôts de santé, un projet de hackathon qui est un événement qui aura lieu du 27 au 29 mars 2026. Aujourd'hui, 31 projets ont été déposés, tant par des groupes de patients, des professionnels de santé, des industriels, des groupes coopérateurs et du grand public. Je reviens, pas des industriels, mais des groupes coopérateurs. Nous vous attendons nombreux sur ces projets du 27 au 29 mars. Nous avons également lancé une chaîne de podcast cette année avec une quinzaine d'épisodes qui devaient être publiés en 2026. Les guides patients dessinés qui seront une version bande dessinée de nos guides patients et une campagne de dépistage sur le cancer colorectal. La fondation a monté avec la faculté de Paris, la faculté de Paris-Saclay, une formation sur le système de santé en mutation. Aujourd'hui, nous avons 130, une promotion de 130 inscrits. La formation a été lancée depuis octobre 2025. C'est une formation à destination de tout public pour mieux connaître le système de santé, des essais cliniques à la mission de marché en passant par les données de santé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations pour 2026, n'hésitez pas à nous contacter. Cette année, nous fêtons les 20 ans de la Fondation et ce grâce à nos donateurs qui permettent de soutenir nos programmes. La Fondation se positionne comme un acteur de référence dans la cancérologie digestive puisqu'elle interagit avec des associations de patients, des acteurs publics, des entreprises qui sont soit des entreprises spécialisées dans la santé, mais également avec une politique RSE en santé ou des banques privées, des entreprises publiques, etc. Et également des sociétés savantes et acteurs de la recherche. Nous vivons exclusivement de la générosité du grand public. Sachez que les dons sont déductibles des impôts sur les sociétés, des impôts sur les revenus et de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc merci à nos donateurs qui nous permettent de pérenniser nos actions. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Emmanuel Samalin, qui est oncologue médical à l'ICM de Montpellier, à Serge, son patient, qui nous fera un témoignage sur l'état de la recherche sur le cancer de l'estomac et de l'œsophage. Et dans une seconde partie, c'est le professeur Jean-Philippe Medjes, oncologue au CHU de Brest, et Raissa, qui témoignera également de son parcours et qui aborderont, le professeur Medjes abordera les progrès et les projets à venir sur la recherche sur ces cancers. N'hésitez pas pendant leur intervention à poser vos questions sur le chat. Attention, nous ne répondrons pas aux cas particuliers et seulement aux questions générales. Docteur Samalin, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup
à tout le monde d'être connecté. Je remercie bien sûr la Fondation Arcade de me permettre de participer à cette conférence aujourd'hui. Donc moi, je travaille à l'ICM et je suis oncologue digestif. Je soigne essentiellement les cancers digestifs. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait des essais cliniques qui ont déjà eu lieu et un petit peu où on en est du parcours du médicament qui a été évalué. Et j'ai vraiment la joie de partager cette présentation avec Serge, qui est un des patients que je suis, qui a participé à un de ces essais thérapeutiques et ça va être le premier dont je vais vous parler. Donc, vous avez ici mes liens d'intérêt parce que la recherche clinique, elle est à la fois académique mais aussi industrielle. Et donc, pour cela, on travaille avec beaucoup d'industriels pour essayer de faire avancer au mieux la recherche. Et je voulais d'abord un petit peu qu'on ait ensemble cette prise de conscience du parcours du médicament, parce que finalement, de l'idée d'un nouveau médicament et de la recherche clinique qui s'y associe aux autorisations de mise sur le marché de ce médicament et à l'accès réel aux patients, il y a un vrai chemin qui est parfois long. Et les essais dont on va vous parler aujourd'hui sont essentiellement des essais cliniques de phase 3, donc où on évalue en fait une nouvelle stratégie thérapeutique qui associe souvent une nouvelle molécule à un traitement dit standard, c'est-à-dire classiquement appliqué dans cette indication et recommandé comme tel. Et que, en fait, entre ce moment de l'étude, la publication des résultats et réellement la possibilité de prescrire ce médicament, il y a tout un processus de publication, de soumission aux autorités réglementaires. D'abord, pour qu'au niveau européen, on ait ce qu'on appelle cette fameuse AMM, hein, autorisation de mise sur le marché. Mais après, au niveau de la France, on a la particularité d'avoir quand même pas mal de structures qui valident déjà le service médical rendu aux patients. Donc, on peut être noté d'une certaine façon sur ce service médical rendu aux patients. Et ensuite, il y a tout le process de fixation du prix, d'autorisation de remboursement. Et ça peut être un petit peu long ou un petit peu particulier et différent par rapport à d'autres pays. Et donc, les principaux cadres réglementaires sont représentés bien sûr par l'Agence nationale du médicament, mais surtout la haute autorité de santé. Et c'est vraiment ces structures qui vont impacter dans la mise à disposition du médicament, d'où l'intérêt, si on veut profiter de la recherche clinique au plus tôt, de participer finalement à ces essais cliniques qui permettent d'avoir le traitement innovant ou la stratégie innovante le plus tôt possible dans le processus. Donc, heureusement, il y a quand même la possibilité d'avoir des accès aux médicaments selon deux modalités. Ça, c'est depuis 2021. Soit en accès compassionnel, donc là, c'est l'Agence nationale du médicament qui est à l'origine de cette autorisation. Et on peut, par cet accès-là, en fait, avoir le médicament qui n'est pas encore sur le marché, ou l'accès précoce, qui là est plus au moment de la demande à l'autorité, à la haute autorité de santé en France, où là aussi les cliniciens, avec des demandes spécifiques, peuvent avoir accès aux médicaments. Cela étant dit, on va se focaliser maintenant sur le cancer œsogastrique et particulièrement l'adénocarcinome œsogastrique. Et simplement pour que vous compreniez bien la présentation, il faut savoir que lorsque le cancer est à un stade avancé, c'est-à-dire qu'il a déjà diffusé à d'autres organes ou qui n'est pas accessible à une chirurgie ou à un traitement complet, on s'appuie sur des biomarqueurs pour choisir le traitement. Et parmi ces biomarqueurs, il y en a plusieurs. Un qui est connu parce qu'il est utilisé dans le sein, c'est HER2. Il y en a un autre qui est plus constitutionnel, qui est ce qu'on appelle l'instabilité microsatellitaire, qui va définir un petit peu la capacité de la tumeur à répondre à l'immunothérapie. Il y a le PDL1 qui lui aussi est lié
à l'indication et à la prescription d'une immunothérapie. Et donc, on parle de score CPS ou de score TAP pour ce score PDL1. Donc, c'est un peu technique, mais c'est des choses que vous pouvez voir sur des comptes rendus de biopsie. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle. Et depuis peu, c'est-à-dire depuis février 2025 exactement, on a accès à un nouveau biomarqueur qui est le compagnon finalement d'un nouveau médicament qui est la claudine 18.2. Alors la claudine 18.2, en fait, c'est une protéine qui se situe au niveau des jonctions serrées de la muqueuse gastrique et qui, lorsqu'il y a un cancer, va venir se surexprimer parce qu'en fait, le cancer va faire que les cellules vont avoir une anarchie architecturale, si vous voulez. Et donc, ce biomarqueur va pouvoir être surexprimé et donc ciblé par un traitement. Et c'était le but de cet essai thérapeutique qui s'appelle Spotlight, qui a évalué le zolbetuximab, qui est un inhibiteur de cette claudine 18.2 dont on dit que la tumeur est positive lorsqu'il y a une expression forte au niveau des cellules qui doit être à 75% ou plus. Et ça, on le met en évidence au laboratoire d'anatomopathologie. Et donc, le schéma de l'étude était assez simple. On évaluait une chimiothérapie qui est la chimiothérapie classiquement administrée dans cette indication, le Folfox, 2 molécules, 5-FU et oxaliplatine, au zolbetuximab par rapport au Folfox seul. Donc après, on définit des objectifs pour répondre à la question qu'on se pose, si ça va être positif ou négatif. On détermine du coup un nombre de sujets nécessaires à démontrer cette hypothèse qu'on fait et on regarde un petit peu les résultats. Et en fait, ces résultats ont été positifs. Donc là, je vous ai mis l'étude Spotlight qui montre les résultats positifs. Ces résultats positifs, on les voit par la mesure d'un HR qui est une entité statistique, en fait, qui permet de démontrer que le traitement expérimental fait mieux que le traitement standard. Et quand il est inférieur à 1 et clairement inférieur à 1, eh bien, c'est en faveur du médicament à l'étude et on voit que le petit p qui est en dessous est bien inférieur à 0,05 et donc l'étude était significative. Et je vous ai mis une autre étude en regard parce que ça a été vérifié dans un autre type de population. Spotlight, c'était plutôt en population occidentale et GLOW, c'était plutôt en population asiatique. Et en fait, les résultats sont tout à fait cohérents dans les deux populations et témoignent de la supériorité du zolbetuximab par rapport à cette chimiothérapie. Donc là, c'est pour vous montrer de façon beaucoup plus visuelle comment ce médicament impacte à la fois sur la survie sans progression, c'est-à-dire le fait de ne pas progresser de sa maladie, et la survie globale, le fait bien sûr d'allonger sa capacité de vie. Donc, depuis ces résultats, ben, en fait, le zolbetuximab, il a eu son autorisation de mise sur le marché et il est actuellement en accès précoce. Et en fait, les cliniciens donc, sont susceptibles de le prescrire. La claudine 18.2 fait partie intégrante de la mise en traitement des patients, en tout cas du choix thérapeutique. Et ça nous permet aussi d'augmenter notre courbe d'apprentissage, si vous voulez, par l'optimisation de la gestion des effets secondaires, parce que c'est des médicaments qui sont un petit peu nouveaux, donc les cliniciens en prennent l'habitude, et notamment pour les nausées-vomissements qui sont connus comme étant liés à ce médicament, on apprend à les gérer avec maintenant des techniques où on allonge la perfusion, on optimise le traitement antiémétique. Donc en fait, toute cette phase est aussi une phase de meilleure gestion de la qualité de vie et de la toxicité des traitements. Donc, sans plus tarder, voyez que bah, ça a été complètement inclus à notre référentiel français, qui est le Thésaurus national de cancérologie digestive, qui est disponible sur le site d'une société savante qui s'appelle la SNFGE. Et vous voyez que le zolbetuximab a clairement été associé donc à ce référentiel pour les patients Claudine 18.2.
Donc, je vais maintenant laisser parler Serge, qui a participé à cette étude Spotlight, qui va un petit peu nous raconter ben, comment ça s'est passé, ben, déjà sa participation à l'essai, et puis voilà, je le laisse libre de vous témoigner son expérience. Oui, donc dans un premier temps, j'ai eu un traitement puis une opération et après j'ai eu une récidive, un cancer oesophage. Et bon, c'est à ce moment-là, à cette occasion, que j'ai rencontré Madame Savalin et qui m'a proposé ce TC. Bon, on a essayé, enfin, quand l'essai a commencé, c'était un double aveugle. Je ne savais pas si j'avais vraiment la molécule ou enfin, j'ai très vite compris que c'était l'essai puisque j'ai eu des effets, j'ai eu montée de tension, vomissement. Bon, ça m'a permis d'être sûr que c'était le traitement. Ça a, ça a été très vite corrigé par, par des cachets ou même le traitement était plus lent, je pense, il me semble. Bon, et ça s'est très très bien passé. Ça a marché pendant un bon bout de temps. Finalement, ça se passait très très bien jusqu'à ce que le traitement ne fasse plus d'effet. Et là, on m'a dit qu'il fallait qu'on allait passer sur quelque chose de traditionnel. Bon, ça a été plus. Bon, c'était pas très sympa, ce, ce nouveau traitement traditionnel. Et heureusement, je suis revenu à un autre essai qui s'est très bien passé et qui m'a permis tout en suivant l'essai, de pratiquer tous mes hobbies, je fais du ski, de la voile, des travaux forestiers. J'ai continué à faire ça comme si rien n'était, à part que je perdais une journée pour les soins. Voilà. Et Serge, quand vous étiez donc sous le premier traitement, vous avez quand même été impacté hein, par des effets secondaires de la chimiothérapie qui sont bien connus, hein, même en situation standard. Oui, notamment, j'ai eu des fourmillements dans les mains et j'ai eu même une perte de confiance puisque mes poignets et mes chevilles, j'avais l'impression que, que ça ne marchait plus. Je ne pouvais même plus aller dans la montagne. Il n'était pas question de faire du ski, de la moto. Et on a arrêté, on a arrêté dès que c'est devenu trop voyant. On m'a dit que de toute façon, ils auraient arrêté à un moment donné parce que ça devenait irréversible. Et ça a été arrêté vraiment à temps, puisqu'aujourd'hui, bah, je ne sens plus rien. Il faut que j'y pense pour me dire oui, effectivement, il y a peut-être un fourmillement, mais euh, ça n'existe plus, quoi. Et pendant votre parcours d'essai thérapeutique, vous étiez aussi accompagné par une personne, donc une attachée de recherche clinique. Quel était un petit peu le lien, si vous pouvez en témoigner? Oui, on a vu, c'était une relation très sympathique. Elle m'expliquait régulièrement, même pratiquement à toutes mes séances, où en était, les,
les impacts. Bon, c'est, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de confiance. Une interlocutrice privilégiée. Donc, pour les auditeurs, ce qui peut être intéressant, c'est de rappeler que la prise en charge initiale pour l'étude, dans l'étude Spotlight, c'était en 2021, c'est ça? Oui, en 2021, oui. 2021. Ensuite, la période de traitement traditionnel, c'était plutôt 2022. Oui, c'est ça. Et ensuite, l'autre essai thérapeutique, L'autre essai, à partir de fin 2022. fin 2022. Je crois Voilà, que comme c'est ça. novembre 2022 que j'ai eu la première cure. Ouais. Donc, un parcours de recherche clinique quand même sur une durée non négligeable et un suivi qui se poursuit. Et donc, votre sentiment aujourd'hui, comment vous vous sentez? Bon, aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. J'ai repris vraiment toutes mes activités. C'est un peu comme si rien s'était passé, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on aura l'occasion d'échanger avec l'auditoire pour des questions. Moi, je vais simplement vous finir cette présentation en vous présentant d'autres études dont on a eu quelques résultats pleins d'espoir et qui risquent de faire changer nos pratiques prochainement. Donc, si je reviens aux fameux biomarqueurs qui nous font choisir le premier traitement pour nos patients, on a HER2. Et aujourd'hui, quand on a cette surexpression HER2, on regarde aussi la surexpression de PDL1 pour savoir si on associe au médicament qui est ciblé contre HER2, qui s'appelle le trastuzumab, si on associe une immunothérapie ou pas. Et vous voyez qu'on utilise ce score dont je vous ai parlé au début, le CPS. S'il est supérieur à 1, on associe l'immunothérapie. S'il est inférieur à 1, on ne l'associe pas. Et en fait, là, alors que ben, tous ces changements, ils viennent aussi d'essais cliniques, etc., il y a eu, il y a quelques années, une étude qui s'appelle l'étude Hérisson, qui avait démarré en même temps et qui, elle, a évalué un nouveau médicament contre HER2, qui est un super anti-HER2 parce qu'il cible plusieurs endroits de cette zone et il a été évalué associé à la chimiothérapie ou associé à la chimiothérapie plus une immunothérapie, donc qui n'est pas le pembrolizumab, qui est une autre immunothérapie, le tislelizumab, mais qui aujourd'hui a aussi une AMM et un remboursement dans cette indication de cancer œsogastrique de stade avancé, mais non HER2. Donc, elle a évalué, vous voyez, il y a trois bras de traitement. Et le bras qu'on appelle standard, le bras qu'on appelle contrôle dans le jargon de la recherche clinique, c'est le trastuzumab chimiothérapie, qui est vraiment le traitement de référence pour les patients HER2 positifs. Et là aussi, bah, des critères de jugement d'efficacité qui étaient classiques. Et on a sur le côté la population qui surexprimait ou pas euh, PDL1 et on voit qu'il y avait à peu près 30% des patients qui ne surexprimaient pas PDL1 dans cette population. Et donc l'étude Hérisson qui a été communiquée là à l'ASCO GI en janvier 2026, donc vous voyez que les résultats sont tout frais, sont positifs. C'est-à-dire que le médicament zanidatamab, qui est ce super anti-HER2, plus l'immunothérapie, plus la chimiothérapie, fait mieux que le bras standard sur En fait, elle diminue le risque de progression et elle diminue le risque de décès. On le voit toujours par ces fameux HR qu'on appelle hazard ratio qui sont
bien inférieur à 1 avec un petit p qui est significatif. Ça marche aussi en termes de réponse, c'est-à-dire quand on mesure les cibles tumorales, on voit que c'est efficace. Et en toxicité, quand même, ça donne de la diarrhée, mais cette diarrhée est gérable si on met un médicament adapté au début. Et donc, finalement, ces résultats positifs interrogent les cliniciens sur un nouveau standard, peut-être, pour les patients qui surexpriment HER2, quelle que soit leur surexpression de PDL1. Finalement, est-ce que ce ne serait pas le nouveau standard thérapeutique? Alors, il y a des limites, on peut discuter parce que l'étude, elle n'est pas parfaite. Forcément, elle a été faite en même temps que d'autres qui ont démontré avant, etc. Donc là, ça va être un peu maintenant entre les mains, ben, justement, des autorités, que ce soit l'autorisation de mise sur le marché, que ce soit ben, l'HAS, l'Agence du médicament, pour voir un petit peu comment ce médicament va se positionner au niveau de nos référentiels. Et la dernière étude dont je voulais vous parler, c'est maintenant pour les situations où le cancer peut s'opérer, il a un stade localisé. Euh, on a un traitement de référence qui est une chimiothérapie un petit peu intensifiée à base de 3 produits. Et la question, c'était, comme ça marche dans les stades avancés, l'immunothérapie avec la chimiothérapie, ben on s'est dit, ben, est-ce qu'il ne faut pas associer l'immunothérapie dès le départ? Et c'est ce que cette étude posait comme question. Est-ce que la chimiothérapie plus l'immunothérapie avant et après l'opération, ça fait mieux que la chimiothérapie standard avant et après l'opération? Eh bien, la réponse est oui. Les résultats sont clairement positifs, alors qu'on avait eu des premiers résultats avec d'autres molécules d'immunothérapie qui n'avaient pas démontré que c'était positif. Là, c'est le cas. Ça diminue le risque de décès, ça diminue clairement les événements aussi liés à ce cancer. On le voit sur tous ces schémas. Et surtout, quand on examine la pièce opératoire au laboratoire d'anatomopathologie, on voit qu'il y a plus de cellules tumorales chez 19,2% des patients, alors que chez les patients qui n'ont pas l'immunothérapie, il n'y en a que 7% qui sont dans cette situation. Donc, il y a vraiment un effet extrêmement bénéfique de l'association de cette immunothérapie, sans qu'il y ait de toxicité supplémentaire ou en tout cas inattendue. Et de ce fait, dès la publication de ces résultats, où on a eu en même temps la communication au congrès de l'ASCO en juin 2025 et une publication dans une revue de prestige qui s'appelle le New England, comme cette molécule, elle était disponible déjà dans d'autres indications, même si on n'est pas au niveau du remboursement encore et de toutes les étapes, ben c'est vrai que nous, en tant que cliniciens, on se dit aujourd'hui avec des résultats comme ça, comment on fait? On ne peut pas ne pas prescrire chez les personnes qui peuvent recevoir ce type de traitement. On ne peut pas ne pas prescrire une association qui montre de tels résultats. Donc, voilà, pour moi, ça illustre bien, ces trois études, ça illustre bien, je trouve, un petit peu les étapes et les questions aussi qu'on peut se poser, nous, euh, face à face à notre patient. Voilà, à chaque fois, qu'est-ce qui va être le mieux, qu'est-ce qui va être le plus bénéfique. Et c'est aussi pour ça ben, qu'on est très investi dans la recherche clinique, qu'on va dans les congrès pour essayer à chaque fois d'optimiser et d'améliorer la prise en charge de nos patients. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous parler de ce guide qu'on a créé avec la Fondation Arcade sur les cancers de l'estomac et du cardia sous forme de questions. Donc, n'hésitez pas à le demander. Dans les services de soins, ils y sont, mais sinon directement par la Fondation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, docteur. Merci pour ce petit rappel que je viens compléter. Vous pouvez faire ces commandes via notre site internet et aller consulter aussi les versions numériques directement sur notre site internet. Merci, docteur, pour cette présentation très complète.
sur ces essais. Merci Serge pour votre témoignage. Je vais laisser la place à une question. Juste avant, je me permets de rappeler à nos auditeurs que vous pouvez poser vos questions en les tapant sous sous la vidéo qui est en direct. Et n'oubliez pas de cliquer sur envoyer. Donc pour cette question, j'en ai une deuxième. Donc la première, ce sera, y a-t-il des progrès dans le traitement de la linite gastrique? Alors, la limite gastrique, c'est vrai que j'avais pas trop la possibilité de m'étendre sur les détails des formes de cancer, mais la lignite gastrique, en fait, elle fait partie des populations dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que dans les populations des études dont je vous ai parlé, il y avait des personnes qui se présentaient avec une lignite gastrique. Alors, une lignite gastrique, c'est une forme de cancer particulière parce que au lieu qu'elle soit facile à voir lorsqu'on fait l'endoscopie diagnostique euh, sous la forme, voilà, d'une tumeur bien limitée ou très visible, elle peut ne pas se voir parce qu'ça va être une infiltration un petit peu globale, plutôt sous la muqueuse, donc quelque chose qui ne va pas se voir à l'œil quand on rentre avec la caméra dans l'estomac et qui va plus se voir parce que on va avoir plus de mal, si vous voulez, à gonfler l'estomac avec notre endoscope. Ça va nous interpeller, on va voir des petites anomalies de cette muqueuse et c'est les prélèvements presque qui vont nous faire le diagnostic. Et donc, c'est une forme la lignite gastrique, c'est une définition donc macroscopique, hein, telle que je vous l'ai dit, d'une infiltration sous-muqueuse. Et après, en histologie, donc quand on fait la biopsie et qu'on analyse, ça peut aussi prendre le terme de cellules, enfin de tumeur qui est plutôt diffuse ou qui a des cellules particulières, les cellules en bague à chaton ou les cellules indépendantes. La lignite, c'est vraiment une définition macroscopique, c'est-à-dire de ce qu'on voit soit en endoscopie, soit en écho-endoscopie quand on regarde en dessous de ce qui est visible à l'œil nu. Merci beaucoup. Alors j'ai une deuxième question. Quels sont les symptômes des cancers de l'estomac et de l'œsophage? Alors, ça peut être variable. Un amaigrissement, ça peut être un symptôme. Les cancers de l'œsophage et de l'estomac, en fait, selon leur situation déjà dans l'œsophage ou dans l'estomac, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes. On se situe plutôt vers l'œsophage, c'est-à-dire à l'endroit qui s'appelle la jonction œsogastrique, ou anatomiquement, ça s'appelle le cardia, on a plutôt des difficultés à avaler ou à s'alimenter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va bloquer, on va pas être bien, ou alors on peut avoir du reflux aussi, des régurgitations acides. On peut avoir l'impression, pour des cancers un petit peu plus distaux qui sont au niveau de l'estomac, que, on a une sensation de plénitude gastrique rapide, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on mange à peine, on se sent déjà rassasié. Et puis après, ça peut prendre plusieurs formes selon comment la maladie se présente au départ. On peut aussi avoir des douleurs dans le ventre, un petit peu sous les côtes. Mais c'est vrai que le poids est un élément important. Le changement dans l'alimentation, ça va être quand même des éléments importants. Le reflux. Voilà. Et puis après, il y a des profils qui sont particulièrement surveillés, qui sont plus à risque de développer ce type de cancer. Et là, c'est des situations particulières de personnes qui sont surveillées par des endoscopies parce qu'ils ont des reflux gastro-œsophagiens déjà depuis longtemps. Ils ont des anomalies sur la muqueuse du bas œsophage et là, on les surveille un peu plus fréquemment avec des biopsies régulières. D'accord. J'ai une troisième question. Quel pourcentage de patients expriment les différents biomarqueurs? Alors, on va dire que la Claudine, dont on a parlé au départ, on est autour de 30%, même un petit peu plus.
En tout cas, c'était le nombre de personnes qui ont été, on va dire, sélectionnées pour l'étude Spotlight, hein. Bien sûr, pour participer à cette étude, il fallait avoir la positivité Claudine. Et pour avoir cette positivité Claudine, il fallait la rechercher. Donc, ça veut dire que on a tous les patients qui étaient dans cette situation de diagnostic de cancer œsogastrique au stade avancé, on s'est posé la question de leur proposer cette étude. Et en fait, il y en a 30% environ qui présentaient cette surexpression parmi tous les patients qui se sont présentés pour cette étude. Donc, c'est à peu près ça. Pour HER2, ça dépend un petit peu de la localisation du cancer, si c'est au niveau de l'œsophage, du cardia ou de l'estomac. Ça peut varier entre, je dirais, 5 et 15%, des fois atteindre 30%, mais on serait plutôt aux alentours de 15%. Et les scores PDL1, ça dépend du cut-off qu'on prend, c'est-à-dire ça dépend si on dit supérieur à 1, supérieur à 5, supérieur à 10. Là, ça peut varier. Donc, supérieur à 1, on va être plutôt sur voilà, 60%. Supérieur à 5, on va être plutôt sur 30-40%. Et les MSI, eux, donc c'est beaucoup plus rare. C'est ces patients qui sont sensibles essentiellement à l'immunothérapie, sans forcément besoin de rajouter de chimiothérapie. Là, on est plutôt sur 8% à peu près. D'accord, très C'est bien. des chiffres à la louche un peu, hein, mais voilà. Ça donne une idée, c'est ce qui est important. Écoutez, merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Merci encore à Serge pour votre témoignage. Maintenant, je vais laisser la parole à Raissa, que je laisse le professeur Medjes présenter au sujet de son témoignage sur les cérémonies. Bonjour, bienvenue à Brest, à la pointe de la Bretagne. En fait, on va commencer tout simplement par vous raconter l'histoire de Raïssa, parce que je vais vous montrer en deux, trois diapos dans quel essai elle a pu rentrer à l'époque. En fait, cette carte, c'est la carte de l'essai thérapeutique, un petit peu après que Raïssa ait été inclus dans l'essai, puisque en fait, Brest, Bordeaux, Manu à Montpellier et Toulouse étaient les centres inclueurs. Et c'est greffé plus tard Gustave Roussy et Curie et nos amis de Lyon dans cet essai. Quel était l'essai? En fait, on a vécu pendant très très longtemps, et Emmanuel vous l'a expliqué, avec le concept de la chimiothérapie. Ben là, c'est pas du tout la chimiothérapie. Vous avez des comprimés qui vont être des inhibiteurs de récepteurs, quelquefois de multiples récepteurs, et l'autre, l'avelumab, c'est de l'immunothérapie. La capacité à rentrer dans cette étude, comme vous le voyez, c'était simple, il n'y avait pas à se poser la question de savoir s'il y avait des placebos ou pas, tout le monde avait ce traitement. Et tout le monde, c'était qui? C'était pas simplement des patients porteurs de cancer de l'estomac. C'est ce concept d'essai basket où vous avez une capacité à avoir un traitement ou un double traitement et des patients aussi différents que des gystes, des tumeurs de l'œsophage, de l'estomac, des cancers des voies biliaires, des hépatocarcinomes, mais aussi des cancers colorectaux et des sarcomes d'ailleurs, pouvaient rentrer dans cette étude. Cet essai est fermé aux inclusions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans cet essai, mais il y a des patients qui sont inclus dans le suivi. Cet essai a commencé avant les années 2020 et la star, bah, c'est elle en fait. Et elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle a ressenti. Bonjour à tous. Je m'appelle Raïssa, j'ai 44 ans. Je suis originaire de La Réunion. Il y a 9 ans, j'ai commencé des protocoles de chimiothérapie. On a décelé en fait mon cancer quand j'étais enceinte de mon dernier enfant, j'en ai eu 3. Au bout de 7 mois, je maigrissais. J'avais perdu 4 kilos de mon poids initial, je vomissais tous les jours. On m'a dit que c'était normal parce que c'était la grossesse qui faisait ça et mon mari s'est énervé, on m'a hospitalisée. Quand on m'a hospitalisée, on a vu que j'étais en carence de tout. On m'a fait énormément de d'examens, merci. On a fait énormément d'examens et on s'est rendu compte en fait que j'avais
Je trouve pas mes mots, pardon. Cancer. Non, mais à la base, j'avais pas à la base, un ulcère, voilà, que j'avais un ulcère et que dans les cratères de l'ulcère, en fait, il y avait le cancer qui se développait. Et vu que j'étais enceinte, ben, ça se développait mal dose. Donc, il a fallu vite me faire accoucher pour commencer la radiothérapie, pas la chimiothérapie, pardon. Donc, on a sorti bébé qui était viable. Et on a attendu quelques jours le temps que je cicatrise pour pouvoir m'implanter mon cathéter et commencer les chimiothérapies. Ça a été des chimios avec du Taxol, donc c'était les grosses chimios. J'en ai fait une bonne série. Ensuite, on m'a fait une ablation de l'estomac et de la rate. Ensuite, j'ai continué la série. Au bout de quelques temps, on a fait des scanners. On a vu que c'était pas parti, donc on a recommencé une autre série. Au bout de la troisième, en fait, il commençait à me proposer des choses un peu, enfin, toujours un peu dans la même lignée. Donc, du coup, on a envoyé mon dossier avec du cancer vers l'Orient, qui a été intercepté par le professeur Medjez. Et pour la petite histoire, j'étais à La Réunion, donc à 10 000 kilomètres. J'ai eu l'info que je pouvais rentrer dans un essai thérapeutique un vendredi soir et il fallait que je sois le mardi matin à Brest pour signer mon entrée dans l'essai. Donc ça a été un peu la course. On a réussi à le faire. Je suis pas rentrée dans l'essai parce que c'était l'essai Claudine à la base, mais tout de suite après, on m'a proposé un autre essai. Donc, du coup, on a dû tout déménager. On a quitté notre travail et on est venu s'installer à Brest pour commencer cet essai. Euh, en, en 2019, c'est ça. En août 2019, je suis rentrée dans l'essai Régomune et avec l'UMAB. Et du coup, depuis, je suis dans cet essai. Ça se passe très bien. J'ai eu des rechutes au sacrum. Et là, maintenant, vers le pancréas et un peu les intestins, mais en règle générale, je suis à fond. Je suis fatiguée une journée, le lendemain, c'est reparti. J'ai peu d'effets secondaires. Je vis une vie de famille formidable et je fais beaucoup de sport. Je suis allée sur un glacier avec l'association du Pic de l'Étendard. J'ai fait le Piton des Neiges, je fais du surf, je cours. Et bientôt, je vais faire du snowboard la semaine prochaine. Et voilà, j'ai monté ma boîte. La vie continue, quoi. Donc, ça fait 9 ans. 9 ans de vie bonus. Et 9 ans que ça ne s'arrête pas. Donc, voilà. C'est super bénéfique. C'est bon. Bravo, Raissa, merci pour ce beau témoignage qui donne beaucoup d'espoir. Professeur, je vous laisse continuer sur votre Alors, présentation. en fait, tout à l'heure, Emmanuel vous a évoqué effectivement Claudine. Effectivement, à l'époque, en 2018, on avait, nous, ici à Brest, l'essai thérapeutique où on avait la monothérapie, la molécule Claudine. Et Raïssa, lorsqu'elle a fait le test, était en dessous des 75%, n'a pas pu rentrer dans cet essai thérapeutique. Donc, ce qu'on va essayer de réfléchir en quelques minutes, c'est et maintenant? Maintenant, avec ce que vous a dit Emmanuel, comment ça bouge? Mais en faisant peut-être juste un petit retour en arrière. Alors ça, c'est mes conflits d'intérêts pour les mêmes raisons. Je coordonne au niveau national ou voire européen un certain nombre d'essais thérapeutiques dans cette pathologie. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ça, c'est juste pour savoir de quoi on parle. Nos politiques parlent de cancer de mauvais pronostic parce que les statistiques nous montrent que par rapport à un cancer du sein ou un cancer de la prostate, les médianes de survie à 5 ans sont différentes. Ça a même fait que nos politiques ont fait une stratégie décennale et le président Macron a hier présenté la deuxième partie des stratégies décennales où la lutte contre les cancers dits de mauvais pronostic, et j'aime pas du tout ce terme, mais il est comme ça, fait partie intégrante de toute la stratégie qu'il y a aujourd'hui à essayer de combattre cette pathologie en gardant plusieurs choses à la tête. Vraiment la qualité de vie, expliquer aux patients et essayer, dans la mesure du possible, de lui offrir la capacité de rentrer dans des essais thérapeutiques, si telle est la possibilité. Juste pour que vous voyez, alors tout en haut, c'est drôlement simple, c'est les adénocarcinomes de l'œsophage et de la jonction. Vous voyez qu'il y a des pays qui sont touchés et au-dessus de nous, en fait, vous avez les pays nordiques, vous avez les États-Unis, et par contre, vous avez un certain nombre de pays dans le monde, l'Afrique par exemple, qui va être moins touché. Tout en bas,
c'est un cancer dont on n'a pas pour l'instant parlé, qui est l'autre forme des cancers de l'œsophage, l'épidermoïde. Vous voyez que la Chine est très touchée, et au sein de la Chine, il y a même des régions qui sont hyper touchées. La France est assez touchée. On se dit, ouais, de loin, on est assez touché. On est assez touché, sauf que ça, c'est de la macro. Et que dans la vie, il y a bien à savoir la personnalisation, nos patients commencés. Et nos patients commencés, c'est très simple. On a les standards de la responsabilité populationnelle que nous avons en France. Quand c'est rouge, il y en a beaucoup plus que quand c'est vert. Ça veut dire qu'on a des régions qui sont très touchées pour ce type de pathologie. Et malheureusement, le Finistère, qui est tout au bout, est aussi très touché pour les cancers de l'estomac. On reviendra éventuellement sur les critères et le pourquoi. Et donc, à partir de là, on doit se rendre compte que, effectivement, la grande carte du monde, elle est peut-être différente de notre carte à nous. Et la vraie personnalisation, c'est d'essayer de voir où est la situation en nos régions, comment on peut essayer de lutter tous ensemble contre ça. Pendant longtemps, on s'est retrouvé, et je suis d'une génération qui a connu la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est très simple, c'est les SWAT américains qui défoncent une porte, qui tirent sur tout ce qui bouge, si on ne la rend pas très intelligente, et qui vont tirer aussi bien sur les ravisseurs, donc le cancer, que malheureusement sur d'autres populations, par exemple les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, ou les otages. Et pendant très longtemps, on s'est retrouvé avec cette image qui est un film qui s'appelle Le désert des Tartares, où on attendait, on attendait, on attendait. Et pas loin du Covid, on s'est retrouvé dans une situation assez incroyable. On a vu commencer à tomber les résultats d'essais thérapeutiques dans lesquels, aussi bien Manu que moi avons participé, où on testait un médicament qui était l'immunothérapie. Et dans ce cadre-là, on s'est retrouvé donc avec ce que vous a évoqué Emmanuel, qui est l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique et de l'estomac. Aujourd'hui, on va regarder le HER2, comme elle vous l'a dit, le Claudine, comme on l'a dit, le MSS-MSI et les CPS. C'est-à-dire beaucoup plus que la simple chimiothérapie qu'on avait, puis assez rapidement, ce fameux récepteur, un peu comme un viseur sur une cible, où au lieu de tirer sur tout ce qui bouge, comme les SWAT qui arrivaient, un viseur très loin, avec un sniper, essaye de taper sur une zone, avec bien évidemment quelquefois le fait que la zone avec le vent va un tout petit peu toucher, mais être beaucoup moins violent que d'attaquer partout. C'est les thérapies ciblées qu'on pourra discuter. Si on considère ceci, le changement en quelques années, ça a d'abord été l'immunothérapie. Vous voyez ici toute une série d'essais auxquels Manu ou moi avons participé, pour certains que j'ai coordonnés pour la France, où on a vu arriver très rapidement, dans un moment où peut-être qu'on se parlait un peu moins et il y avait un peu moins de choses qui étaient annoncées, qui étaient les trains qui arrivent à l'heure, l'arrivée claire de l'immunothérapie dans notre pratique sur les cancers adénocarcinomateux de l'œsophage, de la jonction œsogastrique et de l'estomac. Et du coup, si on se met maintenant chez quelqu'un qui a un HER2 négatif et une Claudine, eh bien, Emmanuel vous a dit que l'actualité de la vraie vie, je ne parle pas d'essais thérapeutiques, mais elle vous l'a très bien expliqué, nos tutelles ont donné un accès précoce à la Claudine. Mais si vous regardez, comme toujours un peu dans les assurances ou dans tous les dossiers qu'on lit, il faut regarder tout ce qui est en tout petit. Et vous voyez qu'il y a plein de critères qui vont faire que, bien évidemment, il faut que la Claudine, le récepteur, soit exprimé, ça c'est la moindre des choses, mais aussi que le cancer soit HER2 négatif, mais aussi que le CPS, donc l'arrivée à l'immunothérapie, soit inférieure à 5, en d'autres termes, que les patients ne soient pas éligibles à un traitement d'immunothérapie. Tout ça nous raccourcit un peu l'histoire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une carte d'identité. Tout à l'heure, une dame posait la question sur la lignite. Eh bien, une dame ou un monsieur, excusez-moi, la personne qui a posé une question sur la lignite posait une vraie question. Les lignites sont HER2 extrêmement faiblement positives. Par contre, elles sont Claudine positives. Et donc, la multiplication des facteurs va faire qu'à un moment donné, on va arriver à des choix qui vont être d'abord pour le patient de voir la capacité ou pas qu'il a à recevoir un médicament, mais aussi parce que la tumeur va avoir une carte d'identité où on va avoir soit la clé, soit pas la clé, ou en tout cas le maximum de chances de réponse. Sauf que l'actualité va très très vite et à la Société américaine de cancéro, il y a moins d'un mois, est présentée cette étude dont on est un certain nombre de co-signataires et dont Brest était un des co-signataires puisqu'on avait cet essai. Quelle était la question? C'était plus simplement Claudine et chimio. C'était et si on fait Claudine, et si on fait de l'immunothérapie, et si on fait de la chimiothérapie? Attention, c'est un essai de phase 2. Vous voyez qu'il y a 77 patients au monde qui ont été inclus. Donc 77 patients, ça ne nous permet pas de dire qu'on change la donne.
Par contre, ce qui change la donne, c'est que nous sommes là absolument pas sur une courbe de survie, mais sur ce qu'on appelle une PFS, c'est-à-dire un temps à progression grâce aux médicaments associés à l'immunothérapie et la chimiothérapie. Or, sans faire un tableau noir de l'histoire, pendant des années et des années, cette simple PFS, où le patient n'a eu que la première ligne et on peut en envisager d'autres, correspondait à la survie globale de nos patients. Donc, il se passe quelque chose. Je ne suis pas en train de vous raconter Wonderland, mais ce qui est incroyable, c'est que si on continue, l'essai de phase 3 est ouvert en France et dans un certain nombre de pays. Ça veut dire qu'il pose déjà la question de la comparaison pour des patients de la triple association que je viens de vous décrire versus l'association avec de l'immunothérapie, qui est pour les patients supérieurs à 5 le dogme, et quand on regarde bien, même pour les patients supérieurs à 1 dans les cancers de l'estomac. En d'autres termes, ces essais vont être répartis et sont répartis en France, et il faut se poser la question lorsqu'on est Claudine, ou bien sûr d'avoir l'accès précoce, comme on l'a dit, en faisant chimio plus le médicament, ou participer à ce profil d'essai qui est ouvert, et c'était le premier point que je voulais vous montrer. Le deuxième point que je voulais vous montrer, il est relativement simple. On a fait HER2 négatif. Allons vers le HER2 positif. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de la localisation dans l'œsophage ou dans l'estomac ou dans la jonction œsogastrique, le taux de positivité d'HER2 va varier de quelques pourcents et quelquefois jusqu'à 25 ou 30%. Pourquoi je vous ai mis toute la série des tests en bas? C'est parce que dans la cartographie, on va aussi regarder si ces patients sont susceptibles d'avoir de l'immunothérapie dans les deux études que je vais vous présenter, qui sont pour l'une publiées, et elle est publiée donc dans le New England Journal of Medicine grossièrement au mois de juin. Cette étude s'est intéressée en deuxième ligne. Il y a eu une première ligne avec un médicament à base d'HER2 plus chimiothérapie, et aujourd'hui plus immunothérapie dans les derniers datas qui sont arrivés. Et ça compare un médicament qui est le paclitaxel, le Taxol dont vous parlez tout à l'heure, Raïssa, qui est une chimiothérapie, au ramucirumab, qui est simplement une cible sur un facteur de croissance des vaisseaux. Pourquoi un facteur de croissance des vaisseaux? Parce que les cancers vont être assez intelligents de créer des petits vaisseaux pour aller probablement se nourrir et pour être finalement au crochet du patient. De l'autre côté, vous avez un nouveau médicament qui a déjà eu l'autorisation en troisième ligne très rapidement et qui est comparé à cette association chimio et anticorps. C'est quoi ce strastu deruxtecan? C'est le fameux HER2. Simplement, au lieu d'aller toucher la cellule et lui donner des ordres, derrière, vous avez le paquet cadeau avec une chimiothérapie qui va donc être plus ciblée puisqu'elle va attaquer les cellules qui sont les cellules HER2. Pour aller très simplement, vous le voyez, d'un côté, on avait des patients qui avaient le trastu deruxtecan, de l'autre côté, il y avait le traitement de référence, à nouveau un essai dans lequel il n'y avait absolument pas de placebo, mais une comparaison directe pour savoir si vraiment l'un était meilleur que l'autre. Et on ne peut pas dire sur la foi d'une phase 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est obligatoirement le orange qui va être supérieur au vert. Ce qui est donc éthique de donner dans un bras ce qui est la référence absolue, qui est le Taxol ramucirumab, au niveau de la connaissance dans les cancers de la jonction œsogastrique adénocarcinomateux en deuxième ligne, versus ce fameux trastu deruxtecan. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. Les patients étaient inclus. Là, vous voyez, on n'est plus du tout sur quelques patients. Il y a plus de presque 500 patients qui ont été inclus de par le monde, à Brest comme dans d'autres centres en France. Et la survie globale est supérieure pour le trastu deruxtecan. Donc, on a la preuve qu'en deuxième ligne, plutôt que de faire la chimio plus le ramucirumab, il paraît sur ces populations de patients intéressant de faire le trastu deruxtecan. Mais il y a toujours un mais. Il y a des effets secondaires. Et il y a par exemple des pneumopathies réactionnelles à ce médicament sur lesquelles il faut faire attention et sur lesquelles il faut expliquer aux patients que c'est un mano à mano entre le patient, sa famille et les équipes. S'il y a un tout petit peu de difficulté à respirer, si on a un truc, il faut le dire. Et il faut le dire d'autant plus que le coup suivant, il est déjà là. C'est-à-dire le protocole où le trastu deruxtecan est monté en première ligne et vous le voyez, cet essai est ouvert actuellement à Brest comme à d'autres endroits. Je ne sais pas si tu l'as, Manu, mais enfin, peu importe, on est dans un certain nombre de centres à avoir cet essai. Nous sommes chez des gens qui sont HER2 positifs, nous sommes chez des gens qui sont positifs pour HER2, c'est d'accord, mais qui n'ont pas eu de chimiothérapie dans un contexte métastatique préalable. La comparaison va être fonction du profil
de recevoir ou pas de l'immunothérapie, entre le fameux trastuzumab, du pembrolizumab qui est une immunothérapie et une chimiothérapie, versus la molécule de référence, le trastuzumab avec l'immunothérapie. Ça, c'est depuis peu la référence dans les HER2 positifs qui peuvent recevoir de l'immunothérapie. Et de l'autre côté, ceux qui ne peuvent pas recevoir d'immunothérapie parce que sur le CPS inférieur à 1, les datas semblent nous montrer qu'ils en ont moins l'efficacité. La cohorte avance, les patients sont suivis, nous avons des patients en cours de traitement actuellement, on n'a pas ces problèmes-là. Et puis le troisième point que je voulais aborder, c'est ce qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure, c'est les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage. C'est une autre forme de cancer de l'œsophage. On en trouve beaucoup dans nos régions, dans le nord de la France, en France, on en trouve beaucoup en Chine aussi. Là, la révolution, ça a été l'immunothérapie associée à la chimiothérapie. Et dans cette série, vous avez des papiers qui ont montré l'intérêt de l'accès à de l'immunothérapie en plus de la chimiothérapie pour ces patients porteurs de cancer épidermoïde de l'œsophage différent de l'adénocarcinome. Toute cette série d'essais ont été conduits soit dans le monde, les 3 premières, soit en Chine, où je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de patients. Les 3 premiers ont donné l'autorisation de mise sur le marché pour le pembrolizumab, le nivolumab, et depuis peu, ils sont en train de nous donner le prix final, c'est-à-dire qu'on va y avoir assez, le tislelizumab, d'un laboratoire qui s'appelle B1. Et après? Après, on est déjà au coup suivant avec un essai thérapeutique qui va concerner les anticorps dits, entre guillemets, conjugués, donc quelque chose qui accroche, nouveau, avec quelque chose qui a une chimiothérapie derrière, un équivalent de deruxtecan. Et là, c'est un essai thérapeutique qui est ouvert aux inclusions dans un certain nombre de centres, dont le mien, des patients qui sont inclus actuellement. Nous sommes sur des cancers épidermoïdes de l'œsophage. Comme vous le voyez, ils ont progressé à la chimiothérapie et à l'immunothérapie. Ils n'ont pas eu plus d'une ligne. Et on va comparer ce nouveau médicament au traitement de référence. Il n'y a donc pas de placebo non plus, qui peut être le Taxol, s'il n'a pas reçu de Taxol, le docetaxel ou l'irinotecan. Cet essai est ouvert dans un certain nombre de centres en France. Et éventuellement dans les questions, je vous évoquerai aujourd'hui des phases 1 précoces, y compris en première ligne, où on est en train de regarder des biassociations et où on est effectivement très peu de centres au monde à avoir ces molécules, mais sur lesquels il y a beaucoup moins de recul, et c'est toute l'idée. Alors après, il y a un problème qui est très simple, qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment on trouve l'essai thérapeutique. Parce que c'est bien de se dire qu'il y a des essais thérapeutiques en France, mais comment on trouve? Alors pendant un moment, l'INCa nous disait on va faire des registres. Sauf que si le registre a 5 ou 6 mois de retard par rapport à la réalité, vous arrivez après la bataille. Et si le registre nous dit toujours que l'essai est ouvert alors qu'il est fermé, c'est terrible pour les patients. Allez me dire aux gens qui vont aller sur les plateformes américaines pour chercher un essai thérapeutique me paraît difficile, donc comment on fait? Certains ont dit on va mettre des applications, encore faut-il que sur les applications, sur un téléphone portable, il y ait tous les essais. D'autres vont vous dire, et si je mets l'IA, l'IA, elle va quelquefois vous raconter ce qu'elle veut ou elle va faire un résumé de ce qu'elle a compris. Et ce qui est dommage, c'est que vous pouvez avoir un essai à 100 km de chez vous et qu'on vous parle d'un essai au Japon qui n'a même pas commencé. Et c'est toute la problématique. Alors, dans le Grand Ouest, on est comme ça, on s'est alliés, on a mis 50 centres autour de la table et on a dit, on va, avec les 11 centres qui font de la recherche, se mettre en connexion et donner aussi bien du privé, du public, du PSPH pour tout type de cancer et pas simplement les cancers digestifs, la capacité d'avoir son dossier analysé par grossièrement 110 cancérologues et le mercredi matin, on va regarder ces dossiers qui sont anonymisés, c'est pas le problème, mais pour qui on va voir s'il y a un essai thérapeutique. Et puis la suite, avec Manu et avec d'autres, on s'est dit, on va déposer à l'appel à projet de l'INCa la création d'un réseau d'excellence entre nous tous pour essayer d'avancer ensemble. Et ça a donné le Pan Together, où vous voyez qu'on parle aussi bien Together tumeur œsogastrique que de tumeur hépatovoie-biliaire et pancréas. Ça vient d'être labellisé il y a 3 mois. La coordination est assurée par le CHU de Brest, mais le CHU de Brest n'est rien sans les autres. Et à ma droite, juste là-bas, vous avez la coordinatrice qui est sur le côté administratif et sur lequel on est en train d'avancer très vite pour que dans chaque région, on puisse peut-être se mettre en situation d'avoir tous les essais, cette collaboration et cette lisibilité pour tout le monde. Alors oui, il y a plein de nouvelles molécules. Oui, il y a même des essais thérapeutiques. Oui, le bon que j'ai connu quand j'étais externe est faramineux, mais il y a tellement, tellement de travail. Et ce travail, on le fera ensemble avec les associations de patients, avec les personnes,
des patientes expertes, ou en tout cas qui peuvent témoigner de ce qui leur est arrivé. Gardez à l'esprit que dans beaucoup de situations, il faut chercher l'essai, et chercher l'essai, ça veut dire avoir l'information, et ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire au niveau national, et je vous ai expliqué qu'on a fait dans le Grand Ouest, et toujours garder à l'esprit, même si c'est un auteur qui a quelques années, on va dire, que quand il n'y a pas de conscience, ce n'est que la ruine de l'âme. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Merci, Raïssa, pour votre témoignage. Je vais désormais passer aux questions. Professeur, pourquoi le Finistère est très touché par le cancer de l'estomac? Vous l'avez évoqué très rapidement. Est-ce que vous pourrez revenir dessus, s'il vous plaît? Alors, pendant un moment, on a dit avec juste raison que ici, c'est une population de marins. Beaucoup de salaisons. Il y a une autre petite raison qui est le germe. Le germe, c'est l'Helicobacter pylori, mais on en trouve aussi bien à Montpellier qu'ailleurs. Certains vont dire bêtement, ouais, mais c'est des alcoolotabagiques, les Bretons. Ça, on m'a fait le coup sur l'épidermoïde de l'œsophage. Puis-je me permettre de vous rappeler qu'en Iran, le taux de cancer épidermoïde de l'œsophage est égal entre les femmes et les hommes, et l'alcoolisme aigu en Iran chez la femme est quand même relativement rare. Donc, il faut arrêter de faire ces stéréotypes et chercher. Il y a chez nous en Bretagne quelques familles avec des formes génétiques de cancer de l'estomac, mais qui sont un point particulier. Alors, est-ce que la qualité de l'eau avec les nitrates, etc., ça peut faire discuter? En d'autres termes, c'est bien d'avoir des traitements, mais vous venez de toucher ce qui est le fond. Comment on explique ça? Comment on peut dire, est-ce qu'on a les explications? Et c'est là que, du plus fondamental au plus clinique, eh bien, on va chercher. Et le registre des cancers digestifs du Finistère est quelque chose qui existe depuis les années 80. Et ce registre, qui est INSERM, travaille à ça, et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est le registre des cancers du Finistère qui, chaque année, donne le bouquin qui est sur l'état actuel des prises en charge du cancer de l'œsophage et de la jonction œsogastrique en France. Donc, on constate, on a une responsabilité populationnelle, je n'ai pas toutes les explications, mais probablement avec aussi bien les collègues du fondamental, on avance, on a quelquefois des explications, quelquefois stricto sensu pas, et rappelez-vous le concept de ces gens qui ont des cancers du poumon, qui n'ont jamais fumé, et pourtant c'est obligatoirement lié au tabac. Donc c'est plutôt compliqué, peut-être encore un peu compliqué, mais on y avance. Merci pour ces explications. J'ai une seconde question. La surreprésentation de certains cancers dans certaines régions a-t-elle été étudiée vis-à-vis des environnements de ces régions en termes de pesticides et autres molécules de ce type, pardon. Alors, oui, il y a des études qui sont des études de santé publique. Le cancéropole Grand Ouest, par exemple, qui est un des 7 cancéropoles, s'intéresse à ça. La problématique est, euh, vous ne constituez pas votre cancer dans les 3 jours qui ont fait ce qui vous est arrivé. Les équipes de santé au travail ont un travail extraordinaire à faire parce que quelquefois, les cursus des gens ne sont pas comme quelquefois au Japon où quelqu'un commence à 17 ans dans une entreprise et finit à X années. Donc, oui, il y a cette recherche. Oui, il y a de la prévention et de la réaction sur tout ce qui pourrait être la prévention. Ça nécessite qu'il y ait une vision globale. Alors, est-ce que, pour aller au-delà de la question, on va avoir, avec le registre national des capacités, ça dépendra toujours de ce qu'on y mettra dedans. L'intelligence artificielle est intelligente quand vous lui donnez des billes. La seule problématique de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle invente, quelquefois pour vous faire plaisir, et les toutes dernières inventent complètement. Donc il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on ait des datas. Et encore une fois, quand vous avez été au contact de quelque chose des années et des années auparavant, rappelez-vous l'amiante, bah, c'est un delta qui est très important. Et donc on parle à des gens en leur demandant ce qui leur est arrivé dans les X ou X dizaines d'années. Et après, sur l'environnement, comment je pourrais ne pas vous dire qu'il faut qu'on évalue l'environnement et pas simplement pour laisser à nos enfants la planète la plus propre, mais comprendre ce qui nous arrive et comprendre pour les autres. Bien sûr. Je rebondis sur ces questions environnementales. J'ai une question pour le docteur Samalin. Y a-t-il des facteurs environnementaux qui expliquent l'apparition du cancer de l'estomac, en particulier chez les jeunes? Alors,
Le cancer de œsogastrique n'est pas le seul, malheureusement, qui inquiète par rapport aux jeunes. En fait, on a quand même l'impression globale, et il y a eu des papiers là-dessus, qui montrent qu'il y a une augmentation des cancers en général chez les jeunes. Après, il y a quelques facteurs de risque qui ont été mis en évidence, qui sont pas forcément environnementaux à l'heure actuelle, mais plus sur voilà, le surpoids. Le surpoids a été noté comme un facteur de risque. Mais après, aujourd'hui, même s'il y a des hypothèses qui sont faites sur voilà, des consommations particulières ou l'alimentation, etc., tout ça, ce sont des hypothèses. Rien aujourd'hui n'a été démontré sur un lien direct entre telle consommation et le risque de cancer. Donc, on a des grands facteurs de risque comme on l'a dit, qui font un peu rentrer des fois dans des cases facilement, qui font faire des raccourcis, voilà, l'alcool, le tabac, l'obésité, mais c'est quand même aujourd'hui très compliqué de pouvoir, on ne peut pas du tout prédire, on ne peut pas du tout se dire, oh là là, mais voilà, il y a eu telle histoire, ben, il y a un gros risque de faire un cancer œsogastrique. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout ce qui est préclinique, fondamental, poursuive bien sûr cette quête un peu de compréhension de l'environnement. Mais aujourd'hui, à part, je dirais, le côté génétique et l'identification de familles qui sont touchées particulièrement par un cancer, on n'a pas de réelle explication. D'accord. J'en profite pour rebondir sur la fin de vos propos. Nous avons une question sur le fait que le cancer de l'estomac est-il héréditaire? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu Oui. plus? Enfin, tu veux Manu ou Non, non, commence? vas-y, vas-y. Bon, en fait, il y a un gène avec une enzyme qui s'appelle leucadérine qui a été découverte comme à potentialité de donner un profil de cancer. Ça a tellement été le cas que nos amis australiens ont commencé à dépister ces gens qui sont avec une mutation. Cette mutation va générer que chez des gens jeunes, on va retrouver quelquefois un aspect gastrique, lorsqu'on est à l'endoscopie, ou voire une spéciale. Et nos collègues australiens, entre autres, sont allés jusqu'à des résections de l'estomac où ils trouvent plein de petits foyers qui étaient invisibles en endoscopie. Alors, il ne s'agit pas de se dire alerte, c'est terrible, tout le monde a ça, pas du tout. Ça doit faire tiquer lorsqu'il y a des séries dans une famille, et c'est pour ça qu'il y a des critères génétiques, et c'est pour ça que nos équipes dans les centres qui prennent en charge des patients porteurs de cancer de l'œsophage, de l'estomac ou tout autre cancer, vont être multidisciplinaires et même multiprofessionnels. Et au sein des multidisciplinaires, les cancérologues, c'est pas Dr House qui fait tout. Il y a des généticiens qui vont se pencher sur le profil et savoir s'il y a un cadre éventuellement familial, un peu comme vous pouvez trouver dans les cancers du côlon, qui sont loin d'être la majorité, mais c'est pas le problème. On a des formes familiales. Et donc, il existe des formes familiales de cancer de la jonction œsogastrique et de l'estomac. On n'a pas pour l'instant mis en évidence de l'autre côté, dans les cancers épidermoïdes de l'œsophage, des formes familiales. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas cette notion-là. Et donc, ce qui est très important dans les familles, c'est de garder à l'esprit ce qui s'est passé dans la famille. Combien de fois ça nous arrive avec Emmanuel, dans des cancers digestifs et les collègues qui s'occupent de d'autres pathologies, que des gens apprennent incidemment que, en fait, il y avait déjà un antécédent dans la famille, mais la famille se parlait pas ou j'en sais rien. Et donc, cette mémoire, en fait, elle est très importante parce que c'est l'agrégation, dans certains cas, de un ou deux cas qui va nous faire partir sur des formes, y compris familiales, dans le cancer du pancréas ou dans d'autres cancers. Donc oui, il y a des formes familiales, elles sont rares, mais il faut y penser en fonction de ce que vont nous dire les familles et les antécédents qu'il peut y avoir. Merci, professeur, pour cette réponse très claire. Euh, Docteur Samalin, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que les essais que vous avez présentés sont positifs sur les métastases péritonéales? Oui, alors selon les formes de cancer, on avait évoqué la lignite,
qui est particulièrement justement touché par la possibilité d'atteinte péritonéale. Mais ce profil de patient est bien sûr inclus dans ces études. En tout cas, ce n'est pas un critère d'exclusion d'avoir des métastases péritonéales ou ce n'est pas un critère d'exclusion d'avoir une lignite gastrique quand on participe à ces études. Ce qui est important aussi, et là, sur le temps qui nous est imparti, c'est difficile d'en parler, mais on a aussi des études qui vont poser la question chez des patients qui ont un adénocarcinome de l'œsophage ou de l'estomac et qui ont une carcinose péritonéale seulement, comme évolution, la possibilité de leur faire des traitements locaux régionaux ou même si l'atteinte n'est pas trop importante, des chirurgies de résection du péritoine. Donc ça c'est aussi à garder en tête, c'est-à-dire que là, on a un petit peu simplifié le propos en disant, bah, il y a les stades avancés qu'on ne peut pas opérer et puis il y a les situations où on peut opérer. Il y a quand même des situations entre les deux où on n'exclut pas non plus, même si la maladie est avancée sur un autre organe, si je dirais cette diffusion est pas trop importante selon des critères assez clairs qu'on a définis ensemble, on peut tout à fait aussi prendre en charge localement ou chirurgicalement ces cancers. Et ça, ce sont des avancées. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'est pas sur des nouvelles molécules, mais on est aussi sur des avancées de réflexion, des avancées qui viennent de l'apprentissage qu'on a eu sur d'autres prises en charge dans d'autres localisations tumorales. Et donc, c'est tout ça qui fait que ça avance. Merci, docteur, pour cette bonne réponse. Merci au professeur Medjes, merci à Raissa, merci à Serge pour cette présentation et cet état des lieux sur les avancées de ces cancers. Avant de clôturer cette webconférence, je me permets de revenir sur les prochains rendez-vous à prendre dans vos agendas. Demain, nous avons la webconférence dédiée à la recherche sur les cancers du pancréas et des voies biliaires. En avril, nous avons une autre webconférence sur une étude qui concerne le cancer du pancréas que nous soutenons et un témoignage d'un survivant. Et nous avons également d'autres webconférences à venir, d'autres thématiques. Donc, restez bien connectés pour connaître les prochaines dates qui seront fixées. En fin mars, nous organisons un hackathon pour les cancers digestifs, donc du 27 au 29 mars. C'est durant 48 heures que nous organisons un événement qui permet de regrouper plein de personnes de profils différents. Ce sont 48 heures d'intelligence collective qui permettront d'accélérer, de collaborer, d'innover sur des projets en faveur de la lutte contre les cancers digestifs. Nous vous invitons à vous y inscrire gratuitement depuis notre site internet. Tout profil est la bienvenue puisque c'est la variété des compétences qui permettra à ces projets de voir le jour. Je remercie tous nos partenaires, les associations de patients, nos donateurs qui permettent de financer nos programmes. Et encore une fois, merci à nos intervenants pour cette belle présentation. Je vous donne rendez-vous demain sur la même horaire, à midi, en ligne, pour la webconférence sur le cancer du pancréas et des voies biliaires. Bonne journée à tous.